Oui, donc Dominique, eh bien, on est ici à l'école des hautes études sociales. En sciences sociales. En sciences sociales. Ouais. Et on va participer au débat auquel ils nous ont invités. Il y a Emmanuel Jouette qui va nous rejoindre. Moi, je vais parler des rencontres vidéo, évidemment, et toi? Ouais. Et moi, je vais parler de la place des CMA dans cette aventure des rencontres, et puis de l'histoire un peu de la formation, et puis en quoi ces rencontres ont à voir avec une manière de lire la folie aujourd'hui, quoi. Emmanuel, je crois qu'il parle de la place du patient et de son expression. On va voir ça. Et donc, je vais présenter vite les protagonistes de cette session et puis leur passer la parole. Et alors, on a le plaisir d'écouter l'intervention qui s'intitule « Les rencontres vidéo en santé mentale, se mettre en scène, se remettre en selle ». Donc, Daniel Simonet, responsable des rencontres vidéo en santé mentale. Vous êtes infirmier en psychiatrie, vous animez un atelier vidéo sur l'extra-hospitalier à Paris depuis 1988. Et donc, à l'origine de cette expérience, réalisateur, photographe et écrivain. Ensuite, Emmanuel Jouet, donc vous êtes chargé de recherche à la Maison Blanche, et Dominique Bénard, directeur national des centres d'entraînement en méthode d'éducation active. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de nous avoir invités à pouvoir partager en fait, cette expérience que sont les rencontres vidéo en santé mentale. L'objectif de la présentation qui va se faire à 3 voix, étant un peu spécialisé dans ce qui est l'éducation à la santé, l'éducation des personnes vivant avec des problématiques de santé, et notamment sur le savoir expert, le savoir des malades, l'expérience du vécu de la maladie. Je vais faire un bref, une contextualisation d'où viennent les rencontres vidéo en santé mentale dans le contexte de la santé et de la santé mentale. Daniel présentera les principes, la réalisation, l'évaluation de cette expérience qui vient de se tenir là récemment. Et Dominique nous conclura sur un aspect plus politique des rencontres vidéo en santé mentale. Alors, ma présentation est va être plus que synthétique, et vous me pardonnerez de ça, c'est vraiment pour vous situer l'approche dans laquelle pour nous se positionnent les rencontres vidéo en santé mentale, qui est bien l'idée et la pratique de l'émergence d'une parole des patients, des personnes vivant avec une maladie et de son expression. Donc si on remonte dans tout le courant du XXe siècle, c'est mieux comme ça, on peut dire schématiquement qu'on a un modèle biomédical qui prédomine, donc avec un modèle de médecine centré sur le corps, l'objet, avec le développement de la big science, de l'industrie pharmaceutique, etc. Également, parallèlement à ça, on a un développement des politiques de santé publique dans lequel on va pouvoir commencer à parler de la promotion de la santé et de la prévention versus le curatif. Et puis, en fin du XXe siècle, apparaît ce qu'on peut appeler le tournant des maladies chroniques, qui vont tournant. Pourquoi tournant? Parce qu'elles résistent en fait aux pratiques de ce modèle biomédical et à ce progrès socio-économique et médical, sachant qu'on a par exemple en France 15 millions de personnes qui vivent avec une maladie chronique et que l'approche biomédicale en tant que telle aujourd'hui n'apporte pas forcément des réponses satisfaisantes. On a également donc une nécessité d'approche plus large. On parle aujourd'hui d'approche biopsychosociale ou de modèle global. Et ces approches-là sont facilitées par l'avènement des technologies de l'information et de la communication. De façon conjointe, on a un patient qui va devenir acteur de sa maladie dans une dimension individuelle, c'est-à-dire qu'il va, on parle d'auto-soin, d'auto-santé, donc quelqu'un qui va, en vivant ses symptômes, commencer à les interpréter, s'impliquer dans son traitement, avoir des améliorations de ses conduites, de sa qualité de vie, et qui va prendre une place dans les systèmes de santé. Donc là, on est à la dimension groupale et collective, notamment, et là, on arrive, vous le savez, hein, on a
la radicalisation de ce qu'on peut nommer la guerre du sida, où le patient devient, comme le dit Daniel Defer, réformateur social à partir des années 90. Et cette notion d'un patient acteur va s'institutionnaliser depuis une trentaine d'années, mais il y a des racines un peu plus profondes, mais vraiment l'épidémie VIH-Sida marque cela, dans la participation des usagers dans ce qui a été dénommé la démocratie sanitaire. Aujourd'hui, en début du XXIe siècle, on peut dire que les lignes du partage du savoir médical, clinique, professionnel et du savoir issu de l'expertise du vécu avec la maladie sont en train de bouger, sont en train d'évoluer. On est vraiment dans quelque chose de particulièrement passionnant puisque rien n'est établi, c'est en marche. Si on prend, et je suis remontée bien loin, mais c'est intéressant de voir les racines et l'archéologie de ça, dans l'expression du développement de ce patient acteur, dans et hors les murs de l'institution sanitaire, on peut parler par exemple de pratiques formelles et informelles entre malades dès le début du XXe siècle, qui incluent, quand on dit malade, on inclut les proches, les familles, les aidants. On peut remonter par exemple à des sociétés Alleged Lunatics Friends Society en Angleterre, donc c'est 1845, même si on est sur le mouvement caritatif, on est quand même dans quelque chose qui apparaît d'un savoir particulier issu de la maladie. Évidemment les alcooliques anonymes en 1934, les usagers de drogue qui vont suivre dans les années 50 et donc, comme je le disais, le VIH, où on a cette revendication tout à fait affirmée et activiste des personnes atteintes du VIH et des associations de dire nous avons une connaissance de notre maladie qui peut être complémentaire avec celle des médecins. Là-dedans se trouvent donc des mouvements d'entraide, d'autonomisation entre pairs, construit sur le partage d'informations entre malades, ce qui peut être aussi appelé, vous pouvez l'entendre comme la pair-éducation, la formation entre pairs, où se développe l'approche globale de la personne à partir de l'expérience du vécu de la maladie et de ce savoir expérientiel. On parle aujourd'hui de l'avènement d'un patient expert. C'est un terme controversé que j'en encore là, je me tape sur les doigts parce que normalement je ne dois plus l'utiliser. Donc d'un patient qui a des connaissances et des savoirs. Et on va avoir de nouvelles pratiques, de nouvelles figures dans le système de soins, dans la communauté et dans la société, donc un citoyen particulier. Si on regarde en psychiatrie, et là vous me faites grâce d'un raccourci vraiment à la hache carrément, un peu la place des usagers. Donc on peut, si on va aller du côté de la création des associations de patients et proches, je parle en France, hein, donc on a l'UNAFAM il y a plus de 40 ans. Évidemment, on est en les années 70 avec le mouvement contestataire de la psychiatrie, de l'asile, notamment avec le GIA, et puis donc la création de la FNAPSI en 92. Tout ça, donc cette parole, ces droits, cette revendication, cette place dans le système de santé se fait de plus en plus importante, avec des échos, en écho du rapport de l'OMS non à l'exclusion, oui aux soins en 2001, on va avoir de notre côté, en France, des plans pour la santé mentale, et puis, donc, auxquels vont participer, on a participé l'UNAFAM et la FNAPSI, pardon, corollairement aussi aux lois sur la démocratie participative et la démocratie sanitaire. Donc tout ça est un grand mouvement conjoint qui fait que dans les années 2000, la lutte collective des usagers et des proches a su être entendue du politique et a su vraiment en fait se faire place au niveau de la représentation. Mais pas seulement. Et donc on a la représentation et également des choses plus sur le savoir de l'expérience des malades. Donc je vous donne en santé mentale deux approches qui aujourd'hui prennent place et se développent, qui est donc bien la reconnaissance des savoirs issus de l'expérience des malades. Je laisse par exemple là, je vous laisse lire une citation d'une personne qui vient du Danemark et qui est usagère formatrice, donc qui parle bien de cette connaissance, et également du développement d'un concept qu'on appelle le rétablissement en France. Les anglo-saxons le nomment le recovery, avec un accent, et qui est défini par Patricia Ligan, qui est une des premières personnes à l'avoir développé, théorisé et mise en pratique, comme reconnaître le cadeau que la personne avec un handicap peut donner à chacun,
l'espoir, les forces, pardon, l'expérience vécue au travers du processus de rétablissement. Une personne n'a pas à être totalement rétablie pour servir de modèle. Très souvent, une personne qui fait quelques pas de plus qu'une autre personne peut être plus efficace que ceux dont le rétablissement semble le plus impressionnant et distancié. L'idée du rétablissement, c'est qu'on projette l'idée d'un espoir de pouvoir vivre avec la maladie, de pouvoir vivre avec les symptômes et d'avoir une vie familiale, sociale, professionnelle, sans attendre que les symptômes soient complètement éteints par un système de guérison, qui serait un système de guérison. Encore une fois, je schématise et il faut vraiment aller voir tout ce que recouvre ce concept-là. Et puis on a des slogans forts avec un impact international qui reviennent et qui retentissent localement, comme Nothing About Us Without Us ou On Our Own. Donc c'est ne dites plus rien sur nous sans nous, ne parlez pas dans notre dos et par nous-mêmes. Donc en santé, les nouvelles pratiques, les nouvelles figures en santé mentale, on va avoir donc des usagers malades qui vont déterminer par eux-mêmes leur place, les contenus qu'ils développent, les pratiques qu'ils développent. Ils vont construire les programmes d'action, de recherche et ils vont défendre les droits des usagers. On a des représentants des usagers. J'ai mis des plaidoyeurs parce que c'est vraiment des gens qui font des plaidoyers. Les témoins dans des groupes, dans des formations. Les groupes d'entraide mutuelle qui sont vraiment basés là-dessus. Les médiateurs de santé pairs, les usagers formateurs, les usagers chercheurs. Donc, où je veux en venir là-dessus, en parlant des rencontres de vidéo en santé mentale, c'est qu'on a bien l'expression d'un récit de soi, et j'ai osé, c'est plus un, c'est ça, j'ai mis un O en trop, excusez-moi. J'ai osé faire un parallèle entre Jean-Baptiste Pussin et pour aller jusqu'aux rencontres vidéo en santé mentale, puisque, si vous le connaissez, c'est un malade qui arrive à Bicêtre, donc un moment de Pinel et qui va se rétablir et qui va travailler à l'hospice et qui va relater, donc il va bien commencer à exprimer et à donner le récit de son expérience de la maladie dans des carnets et qui va convaincre Pinel d'embaucher d'anciens malades. On a là derrière ça toute la métaphore et tout le symbolisme de la délivrance des aliénés par Pinel sous l'influence de Jean-Baptiste Pussin. Et à mon sens, les rencontres vidéo en santé mentale sont en appui des apports des nouvelles technologies aujourd'hui et également du développement de ce que des chercheurs en sciences de l'éducation appellent la condition biographique, c'est-à-dire tout le développement de récits de soi, des histoires de vie, des récits de vie, des autobiographies, tout ce développement très important qu'on voit aujourd'hui au travers de blogs, au travers des comptes Facebook et des récits. On va arriver avec la vidéo aux rencontres vidéo en santé mentale et sur ces principes-là. Évidemment, Pussin passe par la formation des infirmiers parce qu'il est reconnu comme étant un des fondateurs de la formation des infirmiers en psychiatrie. Pour finir, la vidéo permet, dans ce cadre-là, va permettre aux patients d'être dans la modernité, dans le ton de leur époque, de s'exprimer avec ce qui est le média dominant, de diverses façons, mais en délivrant un message toujours élaboré. Et pour faire la liaison avec Daniel, juste quelques chiffres de ce que sont les rencontres vidéo en santé mentale depuis 1999. Il y a près de 550 films qui ont été reçus. Et en 2012, il y a eu 60 films de reçus, 36 de programmés, 450 spectateurs par jour. Donc il y avait à peu près 600 personnes inscrites, donc, dont 2 tiers sont des patients. Et ça, c'est à cumuler sur les années passées. Non, mais je vais fortement couper mon propos, parce qu'il y a eu une page qui était une réduction de peut-être 80, et donc je vais prendre les 4 dernières pour parler de la diffusion des films. Juste un mot quand même sur ce que sont les ateliers vidéo en psychiatrie, d'une manière très brève, dans les structures de soins. Évidemment, le plus souvent, ça arrive dans l'intra-hospitalier, mais c'est vraiment général en extra-hospitalier. On en dénombre une centaine à peu près, en France et dans les pays limitrophes. En atelier vidéo, bon, c'est un cadre technique, évidemment, de vidéo. Il s'agit de fabriquer des films, parce que des fois on peut se demander si c'est autre chose, ça pourrait être autre chose. Donc il s'agit bien de réaliser des films
un cadre technique, un cadre donc temporel, parce qu'il y a une structure de soins, c'est organisé, il faut que ça soit, c'est structuré, et puis un cadre humain, un encadrement soignant et forcément, et puis de plus en plus avec l'aide de professionnels ou d'artistes de l'image. Donc un groupe donc, fait un film, à qui s'adresse ce film, ça pourrait être développé, mais c'est une question absolument essentielle. Définir un projet, évidemment. Ensuite, il y a différents stades de l'écriture d'un film qui passent pas forcément par l'écriture, une mise en forme puisqu'il s'agit d'un groupe, il faut réussir à mettre en forme un scénario de base dans lequel tout le monde se trouve un petit peu. La durée du projet que va consacrer un groupe, il ne faut pas que ça dure éternellement non plus. Donc puisqu'il y a film de fait, qu'il y a eu l'idée que ça s'adressait à quelqu'un, même si ce quelqu'un n'est pas très défini, ça peut être quelqu'un du groupe, ça peut être les soignants, ça peut être la famille, même si c'est définissable, ça peut être très indéfini. Et puis l'idée de le porter à l'extérieur. Donc là à l'extérieur. Donc là j'en arrive un peu à la naissance des rencontres vidéo, donc, qui ont commencé à germer dans les années 95. Deux collègues de l'Élan Retrouvé. Donc les rencontres vidéo sont nées de cette rencontre-là, à Lorquin d'ailleurs. Donc c'est fille de Lorquin. Nous est émergée l'idée de présenter les films qui étaient souvent cantonnés dans des placards, de les sortir, de les projeter avec les patients. Donc après, ça se faisait, ça a pu se faire, et même à Lorca aussi ça s'est fait, mais c'était quand même très marginal. Et nous avons fait des essais séparément, nous avons fait des essais très, très intimes comme ça, mais avec les patients. Et puis ensuite, deuxième rencontre, les CMA, donc la personne à l'époque, Robert Albert. Robert Albert était formateur et il animait un groupe formateur vidéo, donc il formait des soignants à la vidéo. Et il animait un groupe de réflexion. Donc on s'est tourné vers lui pour nous aider, pour pas être moins seul, quoi. Et donc en 99, on a fait la première édition. On avait programmé tous les films qu'on pouvait, je crois qu'il y en avait 14. Voilà, donc c'est pour situer le chemin parcouru, quoi. Donc l'esprit,